12 février à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, une nouvelle organisation africaine est née. À la recherche d'une solidarité dont l'Organisation de l'Unité africaine les a sevrés, 14 chefs d'État représentant presque tous les pays de l'Afrique francophone se donnent un nouveau trait d'union, l'OCAM, l'Organisation commune africaine et malgache. L'OCAM coexiste ou succède à de nombreuses unions africaines. À l'UAM d'abord, l'ancienne Union africaine et malgache, créée par les pays de culture et de langue française au lendemain de leur indépendance. Mais lorsqu'en 1963, Addis Abeba voit naître l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, qui rassemble tous les pays indépendants du continent, l'UAM, union politique, se saborde et se transforme en une union économique, l'UAMCE. L'UAMCE n'aura vécu qu'un seul été puisqu'elle s'efface maintenant devant l'OCAM, rendue nécessaire pour les pays francophones par les conflits qui règnent au sein de l'OUA. Face à l'Afrique de l'agitation, c'est l'Afrique de la stabilité qui vient de s'unir. À Nouakchott, cet agglomérat de HLM au milieu du désert, le palais des conférences est maintenant vide. Plus aucun dossier ne s'étale sur le tapis vert de la rencontre des grands de l'Afrique. Mais pour en savoir plus sur la nouvelle organisation, sur sa signification, ses buts, nous sommes allés retrouver dans leurs pays respectifs 3 des participants de la conférence. Le président mauritanien, M. Mokhtar Ould Daddah, à Niamey, M. Diori Amani, président de la République du Niger, et au cours d'une de ses tournées dans les provinces sénégalaises, M. Léopold Senghor, président de la République du Sénégal. On a dit, Monsieur le Président, au moment de la conférence de Nouakchott, que l'OCAM se créait un peu parce que les chefs d'État de l'Afrique francophone pensaient que l'Organisation de l'Unité africaine se révélait impuissante dans certains problèmes, pour résoudre certains problèmes. Bon, il est naturel que pour ses débuts, l'Organisation de l'Unité africaine rencontre beaucoup de difficultés et n'arrive pas à résoudre les problèmes. Il y a une première raison à cela, c'est que vous qui êtes plus développés que nous, il y a 3 siècles que l'on parle de l'unité européenne et vous savez qu'elle n'est pas encore réalisée. Et même entre les 6 que le marché commun n'est pas accompli. D'autre part, nous appartenions à des cultures très différentes. Il y a un groupe d'États francophones, il y a un groupe d'États anglophones qui appartiennent toujours au Commonwealth, et enfin, il y a les États arabes. Nous pouvions du premier coup arriver à une entente parfaite et surtout résoudre des problèmes qui, comme vous le savez, sont extrêmement difficiles. Monsieur le Président, à la conférence de Nouakchott, un certain nombre de chefs d'État africains se sont émus de ce qu'on nomme l'infiltration chinoise en Afrique. Vous-même êtes de cela, je crois. Vous pensez que le risque de l'infiltration chinoise est réel? Nous pensons que l'infiltration chinoise est réelle et constitue un danger pour l'Afrique, danger immédiat et même danger plus lointain. En ce qui concerne le Niger, nous avons eu à faire face à des commandos organisés, éduqués, équipés et financés par les Chinois, commandos qui se sont attaqués à la République du Niger en plusieurs points à la fois à partir du 3 octobre 1964. Le danger lointain, c'est que ce n'est un secret pour personne que les Chinois sont très nombreux, on parle de 700 millions, qu'un problème d'espace se pose chez eux. Ils ne se tourneront ni du côté de l'Inde, qui en a à l'heure actuelle près de 400 millions, ni en Amérique, ni en Europe. Un seul vide existe en Afrique, dans le monde, c'est l'Afrique. Eh bien, à ce propos, chaque pays a sa position en ce qui concerne le problème de la présence chinoise en Afrique. Pour la Mauritanie, qui a opté pour le non-alignement, qui a été au Caire et qui reste fidèle à cette option, la Mauritanie considère qu'il n'y a pas de danger communiste, que le continent africain doit être ouvert à toutes les influences, pourvu que ces influences aient pour but de l'aider à se développer économiquement, socialement et culturellement, et que cette influence n'est pas pour arrière-penser un néocolonialisme quelconque. Nous pensons que l'Afrique doit se garder de se jeter dans les bras d'un bloc ou de l'autre. L'Afrique doit se garder également
d'être envahi sous une forme ou sous une autre par des noms africains. Je ne suis pas obsédé par le péril jaune ou par le péril chinois, mais étant africain, je tiens, n'est-ce pas, au maintien des vertus africaines et des vertus de la négritude en particulier. Ce n'est pas un problème biologique, c'est un problème culturel et c'est un problème politique. Nous avons une certaine culture africaine avec des apports français, des apports britanniques. Nous pensons qu'il faut nous laisser continuer sur notre lancée et qu'il faut se garder de toutes les infiltrations, qu'elles soient chinoises ou autres. L'OCAM a décidé de soutenir le gouvernement légal du Congo. Est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président, que l'OCAM soutient le gouvernement de Tshombe? Eh bien, l'OCAM, qui est une organisation fille, si j'ose dire, de l'OIA, soutient le gouvernement légal du Congo, tout comme l'OIA elle-même et comme le Conseil de sécurité. Donc l'OCAM soutient la légalité au Congo et c'est surtout la légalité que nous soutenons. Le gouvernement légal du Congo, c'est aujourd'hui le gouvernement Tshombe. Et si vous voulez, notre position, c'est qu'il faut respecter la charte. Excusez-nous pour ça, nous sommes un peu français, nous pensons, nous croyons à la primauté du droit, nous pensons qu'il appartient au chef de l'État, qui est la pierre angulaire de la légalité au Congo-Léopoldville, il appartient à Kasavubu de nous dire qui est le chef du gouvernement. Or, M. Kasavubu ayant choisi M. Tshombe, nous soutenons le gouvernement de M. Tshombe jusqu'à ce que M. Kasavubu choisisse un autre. L'OCAM a lancé une menace, ou tout au moins un avertissement au Ghana. Ne pensez-vous pas qu'en lançant ainsi un avertissement au Ghana, l'OCAM s'est un peu coupé de tout ce qu'on appelle l'Afrique progressiste, l'Afrique révolutionnaire? Eh bien, je ne crois pas. L'OCAM, d'abord, ou en tout cas certains de ses membres, se prétendent appartenir à toute l'Afrique, et donc appartenir à l'Afrique progressiste, à l'Afrique révolutionnaire. Mais pour ne rien vous cacher, il s'est trouvé qu'il y avait plusieurs États qui avaient à se plaindre de l'attitude actuelle du Ghana à leur égard. Et ces États, se référant justement à la charte de l'OIA et au principe de la non-ingérence des affaires intérieures des États, de la non-immixion dans ces affaires, ces États, dis-je, ont tenu à manifester publiquement et par l'intermédiaire de notre nouvelle organisation, leur mécontentement à l'égard de l'attitude actuelle du Ghana. Si les pays de l'Afrique progressistes prennent cela pour eux, ben nous sommes décidés, nous, à nous expliquer. Nous n'entendons pas que l'Afrique qui vient d'accéder à l'indépendance, qui se mobilise pour la conquête de son indépendance économique, que cette Afrique puisse être perturbée par la force d'autres Africains. Nous prenons absolument nos responsabilités. Nous voulons affronter cette Afrique progressiste. Si elle entend l'unité africaine dans le sang, nous sommes prêts, nous, à lutter. Nous n'acceptons pas, justement, que l'Afrique se construise dans le sang. Je ne crois pas beaucoup à ces formules de l'Afrique progressiste ou à ces formules de l'Afrique révolutionnaire. Vous savez, ici au Sénégal, pour nous, la révolution, c'est la reconversion des mentalités et des comportements. C'est la décolonisation des mentalités et des comportements. Et deuxièmement, c'est tout simplement l'expansion économique en vue du développement. Il ne m'intéresse pas de savoir, il ne nous intéresse pas de savoir si tel État est réformiste ou révolutionnaire. Non. La vraie révolution, c'est la révolution que nous accomplissons actuellement. Je voudrais que vous veniez ici au mois de juillet, vous verriez un peu partout les paysans derrière leurs semoirs, derrière leurs épandeurs d'engrais. C'est ça la révolution. Le reste, c'est de la politique politicienne. C'est du verbalisme gauchisant. Ça ne nous intéresse pas. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas que cette OCAM puisse être étendue à d'autres pays? Oh, je serai prudent là-dessus, naturellement. Mon souhait, c'est que tous les francophones se regroupent, tous les francophones, que ce soit
dans le cadre de l'OCAM ou dans le cadre d'une autre institution, mais nous ne voulons pas forcer les francophones qui ne sont pas dans l'OCAM à venir dans l'OCAM. Je tiens à le dire, car on m'a prêté le désir de faire venir dans l'OCAM ou dans la zone franc, soit le Mali, soit la Guinée, et je respecte trop l'indépendance des autres États, et je suis trop décidé à défendre mon indépendance pour empiéter sur les indépendances des autres États. Les chefs d'État de l'OCAM, Monsieur le Président, vous ont confié une charge, celle de lancer une invitation au général de Gaulle, invitation à visiter leurs pays respectifs. À quel besoin répond cette invitation? Eh bien, elle répond en tout cas à notre désir de témoigner au général de Gaulle, qui a été, je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, le décolonisateur commun, et à travers sa personne au peuple de France, notre reconnaissance d'abord pour nous avoir décolonisés, pour avoir décolonisé chez nous sans effusion de sang, et le témoignage également de notre attachement et de notre amitié affectueuse à l'égard du général de Gaulle. Le général de Gaulle aide d'une façon générale les pays du tiers-monde à maintenir leur indépendance, et le vœu du général de Gaulle, c'est que les Africains s'entendent entre eux. Et nous voulons avoir l'occasion d'exprimer au général de Gaulle notre reconnaissance et surtout de lui montrer que nos foules lui sont encore très attachées. Le général de Gaulle est certainement dans mon pays l'homme d'État le plus populaire.